Bonjour à tous, c'est Maxime Cosson. Bienvenue sur ce nouvel épisode de la communauté Common, un podcast aujourd'hui avec un de mes amis entrepreneurs, Christophe Vacheron, qui va nous faire l'honneur de nous partager toute son expérience, comment il a su transformer sa carrière de fonctionnaire en entrepreneur dans l'immobilier. C'est parti, Common. Bonjour Christophe. Salut Maxime. Christophe, aujourd'hui, je t'ai invité dans la communauté Common. Le principe de notre communauté, c'est de pouvoir partager un maximum avec des néo-entrepreneurs ou des personnes qui veulent devenir elles-mêmes entrepreneurs. Tu l'as compris et c'est comme ça qu'on est devenus amis. C'est parce que tu as su, toi, à travers les déjeuners qu'on a pu faire ensemble, les rendez-vous, me donner l'envie, parfois me galvaniser quand j'avais des moments de down avec mon business. Aujourd'hui, tu es prêt à partager avec nous un peu toutes ces expériences ? Avec grand plaisir. Si je peux apporter quelque chose, c'est vraiment avec grand plaisir, Maxime. Christophe, est-ce que en quelques mots, puisqu'on va avoir beaucoup de temps pour rentrer dans le détail, tu peux te présenter à la communauté ? Bien sûr. Alors, moi, je m'appelle Christophe Vacheron. J'ai 61 ans, bientôt 62. Je suis père de 2 filles. J'ai maintenant 5 petites filles et bientôt un petit-fils supplémentaire. Je suis originaire de Soissons et j'ai commencé ma carrière en tant que fonctionnaire. Donc, très loin de l'entrepreneuriat, forcément. J'étais prof d'éducation physique et j'ai passé l'agrégation. Mais en fait, dans mon parcours, je peux pas dire que j'avais forcément l'âme entrepreneur au départ. Ce qui était en moi, en fait, c'est que j'avais vraiment besoin de beaucoup de diversité. Ça, c'est certain. J'ai été prof à 21 ans. Et en fait, 3 ans après, j'ai décidé de quitter l'éducation nationale. J'ai pris une disponibilité. Et pendant 3 ans, je suis allé voir ce qui se passait dans la grande distribution. Ok, incroyable. Voilà, donc c'était l'envie de diversité. C'est vraiment ça qui m'a guidé. Opportunité, peut-être une rencontre ? Même pas. L'idée de me dire, prof, je commence à m'embêter, alors que... 3 ans. tu vois, on en a plus qu'on croit des points communs, Christophe. Mais en fait, surtout, l'envie d'aller voir autre chose. Donc, il y avait un programme d'inclusion des chefs de rayon. C'était Continent à l'époque, Carrefour maintenant, qui a été racheté, le groupe Promodès par Carrefour. Et j'ai participé à un entretien d'embauche sur les postes de stagiaire chef de rayon. Il fallait avoir 25 ans maximum, j'avais moins de 25 ans. Et donc, j'ai postulé à un entretien d'embauche pour aller voir ce qu'il en était de ces postes que l'on proposait en tant que stagiaire chef de rayon pour devenir chef de rayon. Forcément, l'entretien d'embauche que j'ai passé, donc il s'est déroulé sur la région parisienne. C'était la personne qui s'occupait du recrutement pour la région parisienne et pour tout le nord-est de la France. Et la première chose que j'ai dit au directeur d'hypermarché qui était en face de moi, c'était « Vous comprenez que je ne quitte pas ma fonction de prof pour rester chef de rayon ». Donc j'avais quand même une vision de ce que je voulais, en tout cas des choses précises. Et ma destination, c'était, je lui ai carrément dit, moi l'objectif, c'est de pouvoir prendre votre place. Ok, je te connaissais pas aussi peu blagueur. Donc j'ai commencé comme ça. Je suis rentré dans ce programme de formation stagiaire chef de rayon. Au bout de 3 ans, j'étais directeur adjoint d'un hypermarché qui s'appelait donc Continent à l'époque, à Saint-Égrève. Au bout de 3 ans, donc fin de la dispo ? Alors 3 ans, j'avais 3 ans de dispo. Ok. Et au bout de 3 ans, soit je pouvais renouveler ma dispo. Non, à l'époque, on ne pouvait pas renouveler sa dispo. Au bout de 3 ans, je pouvais soit démissionner, soit réintégrer prof. Pourtant, bon, tu le sais mieux que moi. En France, on aime bien dire que quitter un poste de fonctionnaire, c'est compliqué psychologiquement de sauter le pas. Donc là, toi, tu as renouvelé clairement ta dispo ? Alors, je ne pouvais pas la renouveler. J'ai fait une petite erreur. En fait, au bout de 3 ans, je pouvais soit démissionner, soit réintégrer. On était parti, on avait déménagé 2 fois en l'espace de 6 mois. On était sur Grenoble. Ma femme, à l'époque, avait eu du mal à vivre le changement. J'avais 2 petites filles déjà. Et ma femme, à l'époque, avait eu un petit peu de mal à vivre le changement de ville et puis de rythme de travail, puisqu'entre prof d'éducation physique et cadre dans la grande distribution, il y a vraiment une grosse différence. Elle faisait quoi à l'époque, ta femme ? Elle était kiné. Okay. Et donc, j'ai décidé de réintégrer prof. J'ai donc démissionné de mon poste chez Promodès, chez Continent. J'ai réintégré prof, mais avec l'idée de créer une entreprise, en tout cas un petit business à côté. Ok,
De toute façon, on t'entend. Et pour tous ceux qui ont déjà regardé le premier podcast, hein, peut-être celui auquel je me suis prêté, moi, pour lancer la communauté, on est d'accord, et j'en suis certain. Entreprendre, c'est aller de l'avant et c'est savoir qu'on va faire quelque chose. On ne sait pas quand. Et si je comprends bien, en fait, on sent déjà, à travers ce que tu nous dis là, que tu t'ennuies vite. C'est pas que tu t'ennuies, mais c'est que tu as toujours envie de plus. Tu n'es jamais rassasié. J'ai besoin de diversité, ce que je disais tout à l'heure. En fait, entreprendre, pour moi, c'est avoir un projet. Il y a des gens qui entreprennent simplement parce qu'ils ont un projet d'acheter une maison, de faire des travaux dedans. À partir du moment où on a un projet, on entreprend. Et pour moi, avoir un projet, c'est la vie. On voit que les personnes qui partent à la retraite, qui n'ont plus de projet, malheureusement, bien souvent, ils dépérissent. Et je pense qu'avoir un projet, c'est de la croissance. Et pour moi, c'est de l'entrepreneuriat, quelle que soit la nature du projet. Voilà, ça me semble être la définition pour moi de l'entrepreneuriat. Tu as parlé de retraite. C'est aujourd'hui 61 ans, ça y est. Est-ce que ta carrière d'entrepreneur allait passer? Alors non, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais en fait, si j'ai choisi d'entreprendre et de démissionner au final de l'éducation nationale, alors ma carrière a été assez longue dans l'éducation nationale. J'ai démissionné, j'avais 51 ans. Okay. C'est parce que justement le terme de retraite me faisait peur et que l'idée c'était de continuer à avoir des projets. Donc ce que j'ai mis en place, c'est une façon de fonctionner qui me donne à la fois de la liberté, de temps, de lieu. Je peux vraiment me déplacer, je peux user de mon temps un petit peu comme je le souhaite. Il y a du travail derrière, donc quand je bosse, il faut que je bosse. Mais j'ai par contre cette liberté de mon agenda, on va dire, de choisir mon agenda, même s'il y a la charge de travail. Et j'ai surtout la liberté, une fois que je prends ma retraite, de continuer à mener des projets. Parce que ce n'est pas parce que j'arrive à 62 ans que mes projets vont s'arrêter. C'était une blague, Christophe. Voilà, mais c'est justement ça l'intérêt, je pense, de l'entrepreneuriat, c'est que ça nous ouvre des possibilités qui font que d'un seul coup, on ne s'arrête pas d'un seul coup. Contrairement à quelqu'un qui est salarié et qui se retrouve à l'âge de la retraite, et on en entend beaucoup, qui attendent la retraite et qui finalement... ils arrivent à la retraite et c'est la grosse déprime, quoi, hein, et c'est là qu'on voit tous les problèmes qui arrivent. Finalement, on peut dire que l'entrepreneuriat, pour toi, c'est un peu la passion de ta vie, c'est un peu ton hobby. Ouais. Même si, alors tu auras l'occasion de te représenter aussi à la communauté au travers de tout ce qu'on va se dire, mais même si je sais que tu en as plein, des passions, entre les voyages, etc. Ta famille, c'est une de tes passions, je le sais. Mais on est bien entrepreneur, on est OK là-dessus. Je ne sais pas si on est, j'avais écouté ton premier podcast, je ne sais pas si on est entrepreneur. En tout cas, moi j'avais un père entrepreneur, on était 4 enfants chez nous et je suis le seul à avoir été fonctionnaire. Okay. Un peu au grand âme de mon père qui disait mais un fonctionnaire dans la famille, c'est pas possible. Et finalement aujourd'hui, je suis le seul entrepreneur et mes 2 filles sont entrepreneurs. Et on est les seuls, les autres sont salariés avec des postes des fois à très haute responsabilité, mais salariés. C'est différent. Et je ne sais pas si on est entrepreneur. Toujours est-il que je pense que moi, mon parcours m'a façonné et surtout ce besoin de diversité, ce que je disais, c'est que je ne me voyais pas rester prof ou ça ne me suffisait pas, même si j'ai fait beaucoup de choses parce que j'ai fait de la formation en tant que prof d'éducation physique, j'ai passé l'agrégation, donc j'étais sur les STAPS, l'IUFM, etc. J'intervenais à côté, mais je crois que c'est peut-être d'ailleurs aussi un de mes défauts, c'est la dispersion, parce que avoir besoin de diversité, ça peut être aussi, des fois, se disperser. Oui, c'est sûr. C'est sûr. C'est vrai qu'on a cramé un peu le parcours, mais si on revient au début, donc tu disais, tu as quitté ton poste de fonctionnaire, excuse-moi, à 51 ans. Tu l'avais repris, si mes calculs ne sont pas trop mauvais, 24-25 ans. À 28 ans, ouais. 28 ans. Tu nous as dit que tu avais envie... Tu savais que tu allais créer un business. Ouais. Tu savais que tu voulais entreprendre un petit peu à côté. Ouais, c'est ça. C'est quoi la première étape de toute cette expérience ? C'est-à-dire qu'en fait, quand j'ai décidé de réintégrer prof, 3 ans après être rentré dans la grande distribution, j'ai dit à ma femme de l'époque, on a divorcé depuis, je lui ai dit, OK, on réintègre, on revient sur Reims, je réintègre prof, mais je monte un business. Et là, j'ai cherché. Alors à l'époque, c'était beaucoup du papier, forcément, il n'y avait pas Internet. Donc j'ai cherché dans des revues des idées de business et je suis tombé sur une annonce qui proposait une formation sur le recyclage des cartouches laser. Okay. Alors là, je te replace le contexte. On était en 90-91, début des imprimantes laser.
Et donc une formation sur le recyclage des cartouches laser en expliquant que derrière, il y avait un business. Donc, enfin, j'ai appelé le numéro, on m'a expliqué un petit peu en quoi ça consistait. Et je suis allé faire un stage de 2 jours de recyclage de cartouches d'imprimante laser. Alors aujourd'hui, ce sera la mode, avec l'économie verte, la RSE. Ouais, tout à fait. C'était déjà presque un peu en avance, oui. Alors, c'était en avance sur le plan économique. Il n'y avait pas forcément cette notion développement durable, etc. En fait, l'idée, c'était de proposer aux personnes qui utilisaient des imprimantes laser, c'était de leur proposer d'acheter des cartouches qui leur revenaient moins cher. Je me souviens d'ailleurs des tarifs à l'époque. Une cartouche laser, ça valait 700 francs. Je rappelle qu'on est en 90, 91. 700 francs, un peu plus de 100 euros. C'est ça à peu près le comparatif aujourd'hui? Ouais. Pour ceux qui, des générations 90, comprennent comme moi, ont connu en 2002. Donc, j'ai fait un stage de 2 jours pour apprendre à recycler les cartouches laser avec du tonnerre. Et il y avait une petite formation vente, comment se placer pour développer un business. Et donc, je suis rentré chez moi. J'ai acheté une imprimante laser, 15 000 francs à l'époque. C'était une somme, hein, parce que moi, je quittais la distribution, mais j'avais eu 3 mois sans salaire, payé un déménagement, je redevenais prof et je gagnais, je crois, 8 000 francs à l'époque. Donc, je n'étais pas encore agrégé, etc. Donc, j'ai acheté une imprimante laser, je l'ai mise chez moi. Et dans une pièce de l'appartement qu'on louait à Reims quand on était revenu, j'ai commencé à faire du recyclage, c'est-à-dire les cartouches laser que je récupérais chez des... Alors, c'était beaucoup les offices notariaux, les offices, les études de notaire. On t'a compris, t'inquiète. Les experts comptables. Enfin, les experts comptables avaient besoin de plusieurs exemplaires. Alors, ils marchaient beaucoup avec des imprimantes à aiguille. Tu avais déjà ce réseau? Non. T'as dû Non. aller un peu... Je suis allé taper aux portes, ouais. J'ai pris, à la limite des rues, j'ai pris des annuaires. Et puis, j'allais taper aux portes des commerçants, enfin voilà, tout ça, des cabinets médicaux. Est-ce que vous avez une imprimante laser? Est-ce que vous savez comment ça fonctionne, etc. Et j'ai commencé donc à récupérer des cartouches, à les vider à remplacer, comment on appelait ça, le rouleau, voilà, et à remettre du tonnerre. Alors, on pouvait même mettre du tonnerre de couleur, ce qui fait qu'à l'époque, la cartouche laser de couleur, c'était un truc qui n'existait nulle part. Ça permettait de faire la différence. Et pour revendre ces cartouches d'imprimante laser, en fait, j'avais souvent accès aux secrétaires qui étaient à l'accueil. Et donc, je mettais une étiquette autocollante sur le dos de la cartouche laser, qui fait que lorsque les personnes ouvraient le couvercle de l'imprimante laser, la cartouche apparaissait et c'était marqué « Ne me jetez pas, je vaux 400 francs » et il y avait mon numéro de téléphone. Incroyable. Voilà comment j'ai démarré l'entrepreneuriat. Ça avait été vraiment ma première expérience. Incroyable. Et donc, du coup, même les patrons que je n'avais pas forcément vus, s'ils ouvraient leur imprimante laser le soir après que les secrétaires soient partis, hop, ne jetez pas, ils laissaient ça sur le côté. Et puis, et c'est comme ça, en fait. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai rencontré aussi mon premier notaire quand j'ai acheté des locaux. Et du coup, je suis allé dans cette étude notariale. Tes premiers locaux, puisque suite à ça, tu as pu carrément t'installer grâce à ça ou rien à voir? J'ai démarré, donc ça devait être au mois de septembre-octobre, en même temps que la rentrée scolaire. Je me suis aussi inscrit à l'agrégation d'ailleurs cette même année. Et j'ai commencé donc de chez moi. Et puis j'ai commencé à avoir un petit peu de trésor. Je récupérais des cartouches laser, je les recyclais, je les revendais donc 700 moins 400. Toujours tout seul dans l'activité? Donc toujours tout seul. Je faisais ça dans une pièce chez moi. C'était du tonnerre qui volait. C'était une horreur. Et par contre, ça a commencé à générer un petit peu de chiffres. Donc à un moment, je me suis dit, je vais déjà privilégier l'espace de vie. Donc j'ai cherché des locaux. Mais plutôt que de louer des locaux, je me suis dit, je vais acheter des locaux. Donc j'ai acheté un petit plateau de bureau. C'était même pas un plateau de bureau. C'était un plateau à aménager. Dans Reims, au premier étage d'une petite copropriété. C'était une maison qui avait été transformée en petite copropriété avec un syndic bénévole. Enfin voilà, limiter les frais. Encore des marchands de biens. Exactement. J'ai acheté un marchand de biens. Et du coup, je me suis retrouvé à avoir mon premier local comme ça. J'ai continué à remplir les cartouches, recycler les cartouches dans ce local. Et puis comme rapidement, ça me générait un petit peu de revenus, j'ai embauché une personne.
J'ai embauché une personne que j'ai formée au recyclage, ce qui me libérait de cette partie-là qui était quand même pas très sympa. Donc moi, j'étais plus sur l'aspect de développement ensuite. Générer des contacts. C'est ça, exactement. Et puis quand tu fais de la cartouche laser à l'époque, il y avait aussi les secrétaires qui ont commencé à me dire, mais alors ça, il fallait créer en fait un lien avec les secrétaires. Hein. C'est toujours ça. Le secret, c'est vraiment le côté professionnel, mais en même temps sympathique, convivial, quoi, hein, c'est la relation commerciale. Et je me suis retrouvé avec des secrétaires qui me disaient « Mais est-ce que vous ne vendez pas du papier? Est-ce que vous ne vendez pas des disquettes ?» À l'époque, il y avait des disquettes, alors il y avait les 5 pouces et les 3 pouces. Et est-ce que vous ne vendez pas des disquettes, etc. J'ai dit, tu me dis que c'est toi qui as créé l'Ireco, je t'en demande. non. Simplement, donc je me suis renseigné pour trouver à me fournir en disquettes, etc. Et donc, j'ai commencé à livrer quelques fournitures informatiques. Et puis, de fil en aiguille, du coup, je faisais partie des revendeurs, des commerçants qui faisaient de la papeterie, fourniture informatique. Et j'ai été contacté par Calipage. Calipage, les papetiers qui s'engagent, le réseau Calipage, qui venait, je crois, d'Angleterre et qui s'installait en France et qui proposait aux commerçants donc spécialisés dans les fournitures de bureau. Eux avaient créé une plateforme de livraison. Une sorte de centrale. C'est ça, une centrale, exactement. Et donc, on avait la possibilité d'acheter chez eux. Donc, j'ai fait partie des premiers adhérents Calipage. Voilà. Et du coup, en faisant ça, je livrais plus seulement des disquettes, mais je livrais du papier en ramette. Donc, je commençais à être livré en palette. Et pour rappel, moi, j'avais acheté des locaux au premier étage d'un petit immeuble avec un petit escalier de rien du tout. Donc là, je me suis dit, il va falloir que tu choisisses. Tu ne peux pas te faire livrer comme ça. En plus, c'était du résidentiel plutôt. Donc, j'ai recherché d'autres locaux dans Reims, qui était situé d'ailleurs rue du Barbâtre à Reims, qui était plutôt bien situé, proche du centre-ville. Et j'ai acheté des locaux qui faisaient 70 mètres carrés, donc une partie que je consacrais à l'activité commerciale, puis une autre partie où je me suis dit, je vais faire un appartement pour mettre en location. L'appartement que j'avais acheté, le plateau que j'avais acheté initialement, je l'ai transformé en appartement. Et là, je me suis rendu compte que finalement, les loyers qui rentraient payaient les charges financières liées au prêt. Première histoire d'amour avec voilà, c'est ça. C'est comme ça, en fait, que mon premier investissement immobilier, c'est ça. Ça a été pour répondre à un besoin d'entreprise. Et puis, la transformation fait que l'évolution de l'entreprise fait que j'ai pu le libérer, le mettre en location. Et ça a été ma première histoire. Et à ce moment-là, ton poste principal reste quand même prof de sport? Ou est-ce que tu es déjà quand même bien axé et tu fais moins d'heures? Non, alors à ce moment-là, c'est vrai qu'on défend beaucoup les doubles activités. Je suis le premier à dire en interne, que ce soit dans mes entreprises ou même à des potes quand on discute avec eux de leurs problèmes liés à des salariés ou des agents avec qui ils bossent, que la double activité, c'est jamais trop bon. Je reprends toujours depuis le début que tu es resté plus de 20 ans en double activité. Oui, tout à fait. Avant de déraper pendant 20 ans ou pas? Non, ça a évolué assez rapidement. Ouais, mais, et à ce moment-là, c'est quoi la proportion un petit peu de ton temps par rapport à ça? J'avais 30 ans, donc j'étais plein d'énergie. Donc en fait, j'étais prof. Mes profs de PS, c'était 17 heures de cours plus 3 heures d'association sportive. Et le reste du temps, je le consacrais à me développer comme ça. Alors, en tant que fonctionnaire, on n'a pas le droit d'être gérant de société. On avait donc monté ce business-là au nom de ma femme. Excellent. En indépendant. Elle était en profession libérale et c'était elle, donc c'était à son titre, mais c'était elle qui avait la société, pas la société, l'activité. Et par contre, c'est vrai qu'elle n'y a jamais mis les pieds. Voilà, même dans les locaux, je crois que je ne sais même pas si elle avait vu les locaux à l'achat par la suite, etc. Okay. Et donc, en parallèle, j'ai préparé l'agrégation que j'ai eue à 30 ans. Et donc, j'ai été un petit peu contacté pour faire de la formation au niveau du rectorat. J'ai été contacté pour rentrer en STAPS, faire quelques heures en STAPS, la formation des profs de PS. Et par la suite, à l'UFM, j'ai été dans ces années-là jury du CAPES à Vichy. Voilà, j'ai fait pas mal de choses, voilà, multicasquette. Et je continuais cette activité, mais je n'avais pas, en fait... c'est là où je dis que c'est de l'entrepreneuriat, mais très amateur, puisque je n'avais pas une vision de développement de l'entreprise. J'étais pas dans l'idée, j'étais même plutôt dans l'idée de me dire je resterai toujours prof. Parce que, surtout quand après on a l'agrég,
C'est assez sympa en termes de rémunération et entre les vacances, le temps. Voilà, il faut bosser. Hein. Attends, j'ai mes oreilles qui saignent. Je ne... J'ai entendu le mot vacances. non, mais attention, hein, je ne critique pas du tout d'activité de prof, mais ce n'est pas du tout les mêmes rythmes, il faut être clair, que quand on veut, que ce que j'ai vécu. Et voilà. Donc, j'ai poursuivi cette activité, ça s'est développé, j'avais embauché une personne, j'avais des locaux, et la personne que j'avais embauchée, en fait, donc avec ma femme, on est arrivé à un moment où on a décidé de divorcer. C'était au nom de ma femme, donc il fallait bien avancer au niveau de l'entreprise. Donc j'ai décidé de vendre l'entreprise à la personne que j'avais embauchée, qui n'avait pas de formation ni commerciale ni autre. Hein. Il avait fait, je crois, une fac d'histoire géo, quelque chose comme ça. Et cette personne-là n'avait pas de moyens pour racheter l'entreprise. Il y avait un petit fonds de commerce, du stock notamment, donc je n'ai pas vraiment valorisé le fonds de commerce, la clientèle en tout cas, mais il m'a racheté le stock et comme il n'avait pas de moyens, je l'ai financé. Ok. Voilà, je l'ai financé avec un prêt à 0%, il me remboursait tous les mois. Okay. Je fais un crédit vendeur, ni plus ni moins. Oui, c'est ça aujourd'hui, mais oui. Et donc ce premier business s'arrête, tu le vis comme un échec ? Non, pas du tout. Parce que j'avais des idées, je me disais que j'allais forcément rebondir, et puis j'avais touché un petit peu à l'immobilier. Okay. Donc voilà. Alors à ce moment-là, j'étais très impliqué sur les formations rectorat, la formation des profs de PS, l'IUFM, la formation des gens pour passer le CAPES, donc jury, concours CAPES, etc. Et je me suis dit, je vais faire quelques investissements immobiliers. J'ai rencontré par la suite la personne qui est devenue ma femme maintenant, Pascal. Et on a décidé d'acheter, donc je l'ai sensibilisé un petit peu à l'investissement immobilier, on a décidé d'acheter, on a commencé par 3 petits studios, rue Gambetta, et ça a été notre premier investissement en commun, donc on l'a fait en SCI. Tu avais conservé, alors c'est vrai, donc déjà mis un pied dans l'immobilier, tu lui avais revendu le fonds, ok, quid des locaux, tu avais tout gardé ? Alors, on a eu l'intelligence avec mon ex-femme de ne pas précipiter la vente des locaux. Okay. Donc, on les a gardés. On avait un locataire à qui j'avais revendu et on a pris 2-3 ans, histoire d'amortir un petit peu les prêts et de pouvoir revendre et qu'il en reste un petit peu dans les poches. Bénéficier du fameux effet de levier. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le principe de l'effet de levier dans l'immobilier, c'est très simple. On parle d'effet de levier puisque généralement, la banque finance le bien que vous achetez et c'est un locataire qui rembourse le crédit alors qu'à la fin, c'est vous qui êtes propriétaire. On parle donc d'effet de levier puisque en démarrant de zéro, vous devenez propriétaire. C'est un peu populaire de dire propriétaire puisque vous le devenez au bout de 20 ans, 15 ans selon la durée de votre crédit, mais en réalité, sur le titre, c'est vous qui êtes propriétaire alors que c'est quelqu'un d'autre qui a payé. Ce qui fait qu'à la fin, pour un local, Christophe, on va dire de 100 000 euros, 150 000 euros peut-être à l'époque, en mettant zéro au départ, dans 20 ans, vous avez quelque chose qui vous appartient à 150 000 euros. C'est ça l'effet de levier. C'est ça, tout à fait. Sauf qu'à l'époque, ce n'était pas du tout 150 000 euros. 150 000 francs. Je me souviens, j'avais acheté 180 000 francs et encore, je pense que j'avais payé cher le premier local. Voilà. Okay. Donc, voilà. Et je faisais les travaux moi-même. Et par contre, quand on a acheté aussi ces 3 studios, donc avec Pascal, je me suis retrouvé à faire des travaux d'agencement, etc. En fait, je pense que ce qui m'animait, c'était l'idée de toucher un petit peu à tout, plus que d'avoir un vrai projet entrepreneurial. Oui. Je vois aujourd'hui, par exemple, je vois ta situation et ta vision de ce que tu développes. Je pense que tu es vraiment un entrepreneur qui a une vraie vision. Moi, j'étais prof et comme je l'ai dit tout à l'heure, je n'avais pas du tout la vision de m'arrêter. Je faisais ça à côté. C'était des petits plus pour m'amuser et pour la diversité, je pense. Mais c'est à la fois pour rebondir sur ce que tu dis, là où ça me... j'ai besoin que tu m'éclaircisses un point. Tu parlais tout au début du podcast de liberté financière et temporelle. Mais on sait tous les deux, là, des années plus tard, puisque des époques à laquelle tu parles, desquelles tu parles, pas forcément des âges cohérents ensemble. Et tu dis que tu touches à tout. Moi, je suis partisan de structuration, de délégation, etc. Alors, ça prend du temps. Donc, tu n'as jamais eu cette idée-là de structurer quelque chose à ce moment-là ? Non, pas du tout. Pour autant, tu avais déjà cette envie de liberté financière et temporelle ? J'avais envie d'améliorer mon rythme de vie, mais c'était pas, en fait, je pense que c'était même pas le gain financier en fait qui m'animait. Oui. C'était l'idée de toucher à quelque chose que je ne connaissais pas et puis de développer. D'ailleurs, j'aurais pu très bien rester prof toute ma vie avec un statut d'agrégé. Les banques
finançait facilement, c'est clair, finance encore beaucoup mieux les fonctionnaires que les entrepreneurs, hein, clairement. Et donc, c'était un mode, surtout que j'aurais pu, mais même là, sur l'investissement immobilier, je faisais une opération, un investissement. Je n'étais pas dans l'idée de faire 5 investissements dans l'année, Oui, alors que j'aurais pu. oui. Voilà. Donc, c'est là où je dis que, en fait, je n'avais pas cette vision entrepreneuriale à grande échelle et je l'ai acquise vraiment beaucoup plus sur le tard. Mais vraiment sur le tard. Hein. C'est pas si vieux que ça. Parce que à ce moment-là, tu as ta première expérience plutôt commerciale. Qu'est-ce qui fait que tu te lances vraiment dans l'IMO, au-delà de l'amour de l'IMO, mais est-ce qu'il n'y a pas un côté aussi de la relation humaine, le commercial aussi, qui t'a pas plu dans ta première expérience? Non, non, je pense pas. Je pense pas. En fait, du coup, j'investis dans 3 studios. Et puis, bon, des loyers qui rentrent. Je me dis, bah, je vais peut-être une fois par an réacheter un petit appart, quelque chose comme ça. Donc, j'ai investi. J'aurais du mal à te retracer un petit peu parce que j'ai revendu beaucoup au fur et à mesure pour améliorer mon train de vie. Et puis, alors, en parallèle, c'était un pan de ma vie que j'avais un petit peu zappé là, mais ça me revient. Avec Pascal, donc ma femme, on se dit pourquoi on ne créerait pas une entreprise à côté, voilà, encore de la diversité, mais sans la structurer vraiment. Donc là, je t'en ai, je crois, jamais parlé. On a créé cette fois-ci en société, puisque je me suis dit finalement, on risque pas grand-chose. On est fonctionnaire, si on fait bien son boulot, même si théoriquement on ne peut pas être gérant de société, j'ai pris le risque. On doit demander à sa hiérarchie. J'avoue que je ne l'ai pas fait parce que j'étais plus motivé par ma vie que par des autorisations à obtenir. Et si j'avais demandé et qu'on me le refuse, après j'étais un petit peu dans le collimateur. Donc j'ai décidé de créer une société qui s'appelait Réseau d'annonces entre particuliers. Et l'idée, c'était de développer donc, tout un réseau d'annonces. On a commencé par les voitures. J'ai lancé ce projet-là par la vente de voitures d'occasion. Et l'idée, c'était d'aller le mettre sur Internet. C'était un petit peu le Bon Coin, avant le Bon Coin. Okay. Voilà. Mais sauf sans structurer, sans vision. Mais j'ai mis des billes là-dedans. J'ai embauché. D'ailleurs, je me souviens aussi d'une journée assez mémorable où le lundi matin, j'étais inspecté dans l'éducation nationale en tant que prof de PS. Et le lundi après-midi, je défendais, parce que j'avais fait une acquisition de locaux en zone franche. Et pour obtenir ces locaux, il fallait présenter son dossier auprès de... Alors, il y avait une commission, je crois qu'il y avait le sous-préfet, enfin voilà. Donc, l'après-midi, j'avais mis le costard et j'étais voilà, en train de présenter mon dossier pour... On trouver l'inspecteur l'après-midi. Hein. On n'était pas dans les mêmes secteurs d'activité. Voilà. Et donc, j'ai développé ce concept-là en ayant embauché une personne. Alors, je ne vais pas m'étendre sur le dossier, mais l'idée, c'est de présenter des annonces. Quand les gens nous contactaient, on leur proposait tout un fichier d'annonces, un petit peu comme quand tu fais une recherche sur Internet, sauf que Internet en était assez balbutiement et que moi, je ne maîtrisais pas du tout ça. Et en mettant une annonce, j'avais différentes propositions, ce qui fait que je pouvais avoir différents vendeurs. Et donc, je me rémunérais ensuite. Alors, même le business model sur la rémunération, c'était je faisais payer les gens, même si leur annonce n'était pas publiée, donc ils étaient prévenus, mais parce que ça allait s'ouvrir aux différents acquéreurs potentiels. Tu vois, le business model n'était pas très affiné, le business plan pas du tout, mais voilà. Et donc ça n'a pas fonctionné. Au bout de, je pense que ça n'a même pas duré une année, j'ai fermé cette boîte. Et là, je me suis reconsacré à ma fonction de prof, mais en me disant, je vais investir un peu plus dans l'immobilier. Et donc, qui dit investissement immobilier, il n'y avait pas de formation à l'époque sur Internet. Hein. Et moi, je faisais tout seul. En fait, je suis un autodidacte là-dedans, et dans ce que j'ai entrepris. Et je ne me suis sans doute pas formé, par exemple, à l'époque, à la fiscalité. En tout cas, pas assez. Le nerf de la guerre. Le nerf de la guerre. Donc, je faisais tout en revenu foncier. Tu vois ce que je veux dire? Okay. Donc, au bout d'un moment, quand tu commences à avoir 4, 5, 6 appartes qui rentrent de l'argent, voire même un petit immeuble qui rentrait de l'argent, tu te retrouves à être fortement fiscalisé. Alors que tu n'as pas l'argent. Hein. Je ne pense pas que ce soit le but d'expliquer comment ça fonctionne, mais tu comprends bien ce que je veux dire. Le fameux effet de levier qui aussi découle du fait que vous avez le crédit en face, le loyer qui rentre, mais forcément un cash flow qui n'est pas ultra positif. Cash flow, différence entre le loyer encaissé et ce qu'on décaisse, donc le crédit, etc.
Pour autant, lorsque vous déclarez vos revenus fonciers, comme vient de le dire Christophe, vous n'allez pas déclarer l'ensemble du crédit puisque le capital ne peut pas être déduit puisque ce n'est pas une charge, c'est de l'argent qui va vous être attribué à la fin. C'est un capital que vous remboursez, ce qu'on décaisse en général, le capital, les intérêts et les charges d'assurance du crédit qui, eux, sont beaucoup moindres. À l'époque, peut-être 20-25% de la mensualité. Donc forcément, même si le cash flow est négatif, vous avez de l'impôt à payer. Voilà. C'est ça. En gros, c'est ça. Mais ça, c'est ton rôle de le réexpliquer. Chacun son travail, chacun son métier. Mais c'est exactement ça. Tu sais très bien comment ça fonctionne. Donc, à un moment, je me suis dit, par contre, les travaux sont déductibles, tu le sais aussi bien que moi, je me suis dit, il va falloir créer du déficit foncier. Et je me suis mis à la recherche d'un immeuble avec beaucoup de travaux. Je rappelle, à l'époque, je faisais des travaux par moi-même. Donc, je me suis un peu formé aux travaux, mais je n'étais pas du tout un spécialiste du bâtiment, ni de la rénovation. Donc, j'ai cherché un immeuble pour générer du déficit foncier. Et j'ai trouvé un immeuble en R+3, donc 4 appartements, un par niveau, rez-de-chaussée, premier, deuxième, troisième. Le troisième, c'était des combles. Donc, la banque m'a financé, puisque j'étais prof. Ça aide. Prof, mais pour autant, à ce moment-là, vous avez quoi, 6-7 biens déjà? Ouais, ça doit être ça. Ouais. Ouais. Ok, donc on en rajoute 4 dans le portefeuille quand même. Ouais, c'est ça. J'avais acheté un petit immeuble avenue de Paris à Reims. Il y avait 3 logements. Ouais, c'est ça. Sensiblement toujours, depuis tout à l'heure, tu dis Reims, que ici à Reims. Que à Reims. Que à Reims. Que à Reims. Pour des soucis d'accessibilité rapide. Ouais, c'est ça. Et puis j'avais pas la vision d'un développement XXL. Une fois de plus. Ouais. En fait, c'était vraiment par amateurisme. Tiens, j'avais fini de retaper un appart, ben je me penchais sur un autre à venir, et voilà. Ok, donc prof de sport qui commence à avoir 11, 12, 13 appartements. Donc là, tu achètes l'immeuble. Même pas, on va dire que j'arrive à peut-être une dizaine avec cet immeuble. Et donc tout ça pour générer du déficit foncier. Donc gros travaux à entreprendre pendant les vacances, les samedis, etc. Et le dernier étage, pour alléger l'opération, je décide de mettre en vente très rapidement le dernier étage avant travaux. Je passe une annonce, donc je majore un petit peu le prix parce qu'on m'avait dit attention de ne pas tomber dans le marchand de biens. Donc ça se faisait en SCI, revenu foncier toujours. Je mets en vente le dernier étage avant travaux et là j'ai 40 appels dans la journée, quoi, un truc de fou. Et je me dis, mais c'est ça qu'il faut faire, plutôt que de m'embêter. À peu près quelle année Là, c'était précisément 84. 84. Fin 84, début 85. Et donc, j'ai des demandes pour cet appart qui partent très, très vite. Et donc, je me suis dit, finalement, si je trouve un immeuble... Donc, ça m'avait obligé à faire une mise en copropriété. Donc, j'avais commencé à avoir un petit peu pris en contact avec un géomètre, le notaire qui m'avait expliqué comment il fallait faire, etc. Et je me suis dit, c'est ça que je vais faire pour la prochaine opération, plutôt que d'acheter, de faire les travaux et puis d'amortir sur 15 ans minimum pour être propriétaire du bien. Un peu bloqué, etc. en financement aussi. J'achète, je revends, je prends la marge et puis ça me permet d'améliorer mon train de vie. Et donc, en fait, j'ai créé ma première société marchand de biens à ce moment-là. Donc, à l'acquisition de l'immeuble. À l'acquisition de l'immeuble. Donc, on était en 2004. J'ai dû dire 84 tout à l'heure. Oui, tu as dit 84. Alors, je ne t'ai pas relevé, mais je trouvais que ça faisait un petit peu loin. 2004, ta société de marchand, ça y est, pour toi, tu es lancé dans l'entrepreneuriat, même si, on l'a compris, pas mal de choses au préalable. 2004, je ne fais pas les calculs, mais on est toujours loin encore de la fin de prof de sport. Donc, tu continues finalement entrepreneur immobilier. C'est ça. Alors, je fais des opérations marchands, je dirais un petit peu pour m'amuser. Je n'ai pas vraiment de vision XXL encore. Je fais vraiment ça, une opération, j'en termine une, j'en fais une autre. Je me crée mon petit réseau. Le jour où j'ai décidé de monter une société marchand parce que j'avais vu qu'il y avait de la demande, notamment grâce à ce plateau que j'ai revendu sur ce petit immeuble à rénover, j'ai pris ma mallette, je suis allé voir les études notariales, je suis allé voir des agences en leur disant, ben voilà, moi je suis prof, mais aujourd'hui j'achète des biens immobiliers et je souhaite les revendre. Donc si vous m'amenez des opportunités, je repasserai par vous à la revente, etc. J'avais créé déjà... C'est comme ça en fait qu'on a commencé à me proposer quelques biens immobiliers.
Et c'est comme ça que, de fil en aiguille, j'ai fait une opération, puis deux, puis trois, puis quatre, cinq, voilà. Et aujourd'hui, en 2025, tu saurais dire à peu près une cote mal taillée d'un nombre d'opérations que tu as réalisées? Non, je vais avoir du mal à le dire. Je dirais Petite fourchette, peut-être une soixantaine. soixantaine d'opérations. Soixantaine, ce qui n'est pas énorme, mais actuellement, je suis plutôt sur un rythme où j'emmène entre 5 et 7 en simultané en permanence, quand il y en a une qui se libère, voilà. Donc, il y a un mot qui ressort beaucoup, peu importe l'entrepreneur que j'ai en face de moi ou moi-même et ce que je dis à mes équipes, on s'entend quand même que c'est le réseau quand même qui fait avancer l'entrepreneur. C'est clair qu'à un moment, si tu veux faire des affaires, en tout cas avoir les bons tuyaux, il faut que tu développes un petit peu ton relationnel, ton environnement relationnel et faire en sorte qu'on pense à toi lorsqu'il y a un bien à vendre, plutôt que d'aller chercher uniquement ce que l'on trouve alors maintenant sur Internet ou sur les annonces en général. Donc ça, c'est un travail à faire, effectivement, et puis c'est une confiance à acquérir auprès des partenaires avec qui tu noues des liens. Et oui, ça c'est un vrai travail, je pense, aujourd'hui. Quand on veut développer une activité entrepreneuriale, le réseau est d'autant plus maintenant, avec la facilité des réseaux. Christophe, tout ça me fait penser, tout à l'heure tu parlais ton premier local et on parle entrepreneuriat. Entrepreneuriat, moi j'aime à dire, et c'est pour ça que je développe Common, c'est d'aider ceux qui veulent devenir entrepreneurs. Entrepreneuriat, on le sait tous, ça coûte, mais c'est aussi possible de partir de rien. Mais alors toi, tu as fait un choix incroyable quand même, c'est de devenir entrepreneur dans l'immobilier. Et devenir entrepreneur dans l'immobilier en achetant des biens, comment tu as fait? Alors, ça démarre, pour rappel, j'ai monté cette activité de vente de cartouches laser recyclées et à un moment, il fallait que je trouve un local. J'avais deux possibilités, effectivement, soit chercher un local à louer, soit chercher un local à vendre. Et il s'avère que j'ai un cousin qui performe dans l'immobilier sur l'île. Déjà à Et l'époque, hein. déjà à l'époque, il était agent immobilier, mais je savais qu'il investissait, etc. Donc je ne sais plus si j'ai échangé avec lui ou pas, mais je me suis dit, plutôt que de louer à fond perdu, pourquoi ne pas faire le calcul? J'avais pas besoin d'un local terminé, quoi, tu vois, prêt à vivre. J'avais besoin en fait d'un plateau et d'une prise électrique pour pouvoir mettre l'aspirateur en roue et faire en sorte qu'on puisse recycler les cartouches. Donc j'ai cherché quelque chose de pas cher. On était dans un quartier qui n'était pas un quartier forcément centre-ville. J'ai d'abord cherché quelque chose de pas cher et en me rendant à la banque, j'ai demandé si à l'acquisition, ce que ça me coûterait à l'acquisition, tout frais. Je connaissais pas les frais d'enregistrement, je connaissais rien de tout ça, hein, donc je me suis renseigné. Les frais de notaire, les frais d'enregistrement. Voilà. Et puis, à la fin des courses, ils m'ont fait une simulation avec un remboursement, ce qui était inférieur à la limite au prix d'un loyer, quoi. Alors à l'époque, c'était plutôt sur 12 ans, même peut-être 10 ans, mais on achetait moins cher et ça ne me faisait pas plus cher qu'un loyer au final, parce que l'appartement, ce n'était pas un appartement. Donc je me suis dit, plutôt que de mettre un loyer à fond perdu, je vais faire une acquisition. Et c'est comme ça, donc en 93, que j'ai fait ma première acquisition. C'est la bonne date là, hein. C'est la bonne date. On était bien avant, effectivement. Là, c'était à mon retour dans le fonctionnariat et au moment où j'ai créé cette activité de cartouches laser recyclées. Et donc, j'ai pris la décision d'acheter plutôt que de louer, en me disant, de toute façon, l'activité va me permettre de financer ce bien, puisque comme j'avais quand même mon salaire de prof, l'idée, c'était pas non plus de démultiplier les revenus, parce que derrière, il y avait toujours l'impôt, la question de l'impôt. On n'était pas en société, hein, je le rappelle, déjà parce qu'on n'avait pas les moyens de mettre 50 000 francs à l'époque, c'était le capital minimum pour une SARL. Donc en fait, on l'avait mis au nom de ma femme et on ne voulait pas charger non plus trop la bête au niveau de l'imposition. Donc plus je passais de charges, c'est comme ça d'ailleurs aussi que j'ai eu un téléphone portable au tout début, en 96, j'avais mon premier téléphone portable. Ça ne se voyait pas, il fallait des charges, voilà, c'est ça. On comprend que entrepreneur, c'est du réseau, que c'est avoir envie de créer, etc. Tu dis depuis tout à l'heure que au travers de ton activité dans l'immobilier que tu as mené de front et là on en est déjà à l'acquisition du dernier immeuble qui t'a fait te rendre compte que tu voulais plutôt t'orienter sur du marchand de biens. Tu as géré comment cet aspect acquisition de connaissances? Parce qu'aujourd'hui,
Nous, ça va très vite. On est en 2025. Tu as besoin de faire quelque chose, il y a un tuto. À titre d'info, j'ai jamais crevé un pneu. Le jour où ça arrive, je sais pas comment on fait, mais je sais que j'ai des tutos qui vont m'aider. Tu vois. Toi, à l'époque, tu dois monter des dossiers en banque pour te faire financer. Mais avant de te faire financer, trouver les biens. On rentrera un peu dans le détail de comment un petit peu la recette de marchand de biens. Après, on te laissera ta recette Coca-Cola à toi. Mais si tu peux aider certains entrepreneurs qui souhaitent devenir marchand de biens ou qui le sont déjà et qui veulent étendre un peu tout ça. Mais le fond de ma question, c'est comment tu as fait pour être bon dans le domaine de la recherche de biens, savoir bien acheter, savoir le financer, puisque bah oui, c'est la banque qui te finance, mais tu l'as dit, il faut monter tout un dossier. C'est un jeu de séduction quand même avec la banque. On est OK sur ce sujet-là. Et puis ensuite, le commercialiser. C'est-à-dire que oui, tu es entrepreneur, tu es sur tous les fronts, mais comment tu as géré cette acquisition de connaissances? Tu avais un mentor, tu avais des choses comme ça peut-être? Alors, je n'avais pas un mentor, mais j'ai rencontré un marchand de biens qui, quand j'ai émis l'idée, j'en ai parlé à la banque. La banque m'a dit, ben, tiens, je te mets en relation avec quelqu'un sur Reims qui fait du marchand, qui a un profil qui pourrait te correspondre. J'ai échangé avec lui pour avoir quelques notions, mais après, surtout, alors par exemple, avoir les bons tuyaux pour l'acquisition, je passais par des agences, par des professionnels. Donc, ces professionnels, lorsqu'ils m'appelaient, l'idée, c'était de m'assurer. Lorsqu'il t'appelle toujours, puisque toujours. Oui, ils m'appellent toujours. Je parle à l'époque, le réseau a évolué, c'est plus forcément les mêmes d'ailleurs. Mais des personnes qui, si possible, avaient déjà effectué un travail, avaient déjà travaillé avec des marchands de biens. Ce qui permettait des gens qui savaient comment qu'ils allaient retoucher une commission, donc ils avaient intérêt à t'amener des biens de qualité, en tout cas au bon prix, et voilà, et qui m'ont beaucoup aidé, même dans le découpage, la projection de ce qu'on pouvait faire avec ce bien-là. Parce qu'ils avaient déjà travaillé avec des marchands, même s'il y en avait beaucoup moins à l'époque, ils avaient un petit peu cette compétence-là. Donc en fait, moi, la formation, puisque je suis autodidacte, je l'ai acquise auprès donc, de ces agents immobiliers, auprès des notaires, auprès de la banque. Comment monter un dossier bancaire? Moi, j'ai dit à ma banque, comment je fais pour... Tout simplement. Ouais. Voilà, en fait, il faut aller chercher un peu les compétences là où elles sont. Et puis surtout, si on veut monter un dossier bancaire qui tient la route, ben, c'est d'aller voir la banque et dire, alors à l'époque c'était peut-être plus simple à ce niveau-là parce qu'il y avait moins de monde sur le marché, mais dire comment je fais pour me faire financer, qu'est-ce qu'il vous faut comme élément, comment je dois les présenter, et voilà quoi. À ton tour, est-ce que tu as toi aussi été présenté à des personnes qui veulent devenir marchands un jour, Alors, avec toute cette expérience? en fait, je dirais pas vraiment que j'ai été présenté, mais dans mes relations et dans mes discussions, il y a des gens qui sont venus en me disant, moi, ça m'intéresse de monter une opération avec toi, de faire du marchand, et j'aimerais bien, ben, je m'associe maintenant, je m'associe avec différentes personnes qui souhaitent effectivement faire du marchand, mais qui ne savent pas trop comment. Donc il faut vraiment, c'est là où je pense que j'ai beaucoup évolué, c'est que je m'associe beaucoup plus maintenant. Et l'idée, c'est de créer une vraie communauté de compétences. S'associer, c'est pas le tout. C'est en quoi tu vas pouvoir m'apporter quelque chose, en quoi je vais pouvoir t'apporter quelque chose, et en quoi ce 1 plus 1 va faire 3 et non pas juste une nouvelle entité. Créer de la valeur. Voilà, créer de la valeur. Et c'est là où une bonne association fonctionne, c'est quand on est capable de se compléter. Et j'aime bien cette notion dans l'entrepreneuriat de communauté de compétences, parce qu'en dehors des associations, on a besoin de cette communauté de compétences avec des intervenants, un bon notaire, un bon expert comptable, un bon fiscaliste. Enfin voilà, c'est ça pour moi, entreprendre. Pour réussir dans l'entrepreneuriat, à un moment, il faut s'ouvrir, ce qui n'a pas été mon cas pendant de nombreuses années. Moi, je faisais mon petit truc dans mon coin, voilà. Mais malgré tout, au démarrage, je me suis appuyé sur des gens qui avaient des connaissances. Et cette capacité à être, comment je pourrais dire, curiosité intellectuelle, finalement, C'est ça. qui t'a poussé aussi, j'imagine, à faire des recherches par toi-même, C'est etc. ça. Ouais, alors, les recherches étaient plus difficiles, donc je posais des questions, en fait. Hein. L'idée, c'était de poser des questions aux gens qui savaient. Aujourd'hui, c'est quand même quelque chose de très en vogue depuis quelques années, mais de plus en plus, et on rentre de plus en Voilà. plus. Je pense que tu vois quelles questions arrivent. Euh, Toutes ces communautés un peu sur les réseaux, alors qui ont des milliers de followers, qui vendent des formations, etc. Tu as un avis sur ce sujet-là? Toujours autour de l'immobilier et du marchand de biens, j'entends. Hein. Des communautés, il y en a pour un milliard de choses, mais c'est quoi ton avis sur ces types de formations-là?
Alors, moi, je vais être clair là-dessus. J'ai bénéficié de ces communautés parce que je trouvais que ce qu'ils présentaient était pertinent. Je m'y retrouvais en parlant de fiscalité, etc. J'ai suivi donc une personne comme ça qui a monté une communauté assez importante, plus de 60 000 followers, et puis une structure qui fait de la formation. Ça m'a permis de m'ouvrir d'autres horizons. Ça m'a permis de participer aussi à des masterminds, enfin voilà, à certaines choses, à intervenir sur des formations et autres. Donc je pense qu'il y a de bonnes communautés et je pense que c'est un petit peu comme dans tout. On va retrouver peut-être 90-95% de choses qui sont présentées par des personnes qui n'ont pas l'expérience, qui n'ont pas la légitimité même, parce que c'est pas parce qu'on a acheté 3 appartements qu'on est un spécialiste de l'immobilier, quoi, clairement. Donc je suis malgré tout assez méfiant et je vais pas voir trop de choses. Je suis tombé, comme je viens de te dire, en fait, je suis tombé sur une personne ça m'a interpellé sur la fiscalité, du coup j'ai fouillé. Et ça l'a fait avec ce groupe, avec cette société. Mais après, je suis un peu méfiant. On me parle des fois, tu connais un tel, tu connais un tel. Non, je ne connais pas parce que je ne vais pas chercher cette information-là parce que je pense qu'il y a il y a des choses bonnes. Et puis, il y en a beaucoup à côté. Méfiance. Il faut aller fouiller les choses. On a vu un reportage il n'y a pas longtemps là, sur quelqu'un qui est un véritable escroc, en fait, qui avait monté un business de formation et qui se retrouve voilà, avec beaucoup de procès derrière, qui a mis des gens sur la paille. Être bien entouré, c'est ce qui revient depuis tout à l'heure quand même dans la discussion, hein. Vraiment, au-delà du métier intrinsèque de marchand et de ce mindset d'entrepreneur que tu as, être entouré, c'est aussi le perso. Et avant tout, alors si tu me dis que tu as écouté mon podcast, moi, c'est mon socle solide et je pense que tous mes potes comme toi, entrepreneurs, disent tous la même chose. Si on n'a pas notre entourage proche, nos 5 doigts de la main, donc tes filles, tes petits-enfants, j'imagine aujourd'hui, ta femme, etc., tu n'y arrives pas. T'as as géré comment ces objectifs pro, ces objectifs perso? Est-ce que c'était un seul et même objectif? Comment tu as géré ton temps dans tout ça aussi? C'est une question qui revient beaucoup dans la communauté. Euh, Est-ce que entreprendre veut dire travailler plus pour parfois gagner moins et peut-être un jour gagner plus? Est-ce que c'est ça finalement? Vaste sujet. Euh, En fait, sur l'aspect gestion du temps, je pense qu'à un moment, quand tu as un pourquoi fort, tu trouves les solutions. Pour moi, ça, c'est vraiment la caractéristique de l'entrepreneur. C'est peut-être un peu bateau ce que je dis parce qu'il y a beaucoup de coachs en développement personnel qui reprennent ça, mais ça n'empêche que c'est la réalité. Je pense que ce qui nous tient à un moment, c'est de se dire, ça, je veux le faire, et donc je vais m'organiser pour. Moi, au niveau du démarrage notamment, j'avais envie de créer cette activité, par exemple, de cartouches laser recyclées. J'avais envie d'investir dans des appartements. Il fallait les retaper. Donc voilà, ça a été... mais je n'avais pas la vision de démultiplier à grande échelle très rapidement, etc. Mais j'avais un objectif précis qui était de mener à bien cette opération. On s'organise pour, c'est-à-dire qu'on va peut-être travailler effectivement le soir tard, on va mettre, maintenant ça serait Netflix de côté, on va travailler le samedi, le dimanche. C'est vrai qu'il y a les enfants, il y a la femme, quoi, la famille, il y a l'activité professionnelle Ah, et là, qu'il ne faut pas délaisser en l'occurrence. Hein. Donc voilà, mais je crois que ce qui tient un entrepreneur, c'est son pourquoi en fait. C'est d'avoir, alors le pourquoi, je ne pense pas qu'il soit purement financier. C'est plus de l'entrepreneuriat, ça c'est plutôt l'investissement, compter les sous, etc. Et ça, c'est rarement des entrepreneurs. Le pourquoi, c'est avoir cette vision à grande échelle qui va permettre à un moment de se donner les moyens d'avancer et de réussir. Alors cette vision à grande échelle, je parle pour un entrepreneur, tu vois, je prends ton exemple. Moi, c'était simplement des objectifs précis. Tiens, cette année, je vais acheter un petit immeuble, par exemple. Donc, on se donne les moyens, on va faire des recherches, on va se bouger, tout simplement. Et on dit tout le temps, quand tu as un pourquoi fort, tu n'as pas forcément besoin de savoir comment tu vas le faire, parce que tu vas trouver des solutions, tu vas aller les chercher. Voilà. Pourquoi tu fais tout ça, hein? Tu me disais, c'est ce qui t'anime, c'est ce qui nous anime tous, entrepreneurs, c'est d'aller chercher le pourquoi on fait ça, le big why comme on dit en anglais. Euh, c'est d'atteindre des objectifs, de te fixer des objectifs et de les atteindre. C'est un peu ton côté sportif, hein, ça résonne un petit peu avec tout ton parcours. J'ai une question.
Tu me dis que ton pourquoi, c'est l'atteinte des objectifs et que tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat et que tu es quelqu'un qui a besoin de diversité. T'as jamais pensé à lancer un business avec des hommes avec un grand H, hein, tu m'entends? Puisque là, l'immobilier, tu le fais parfois avec des associés, etc. Mais avec des salariés, avec d'autres collaborateurs, développer vraiment une. Je dis pas que c'est pas du commerce, attention, marchand de biens, c'est un métier, c'est etc. Mais vraiment un business plus factuel, business. Ça t'est jamais venu à l'esprit? Alors, si ça m'est venu à l'esprit, mais moi j'étais fonctionnaire, donc tu vois le côté un peu j'ai la trouille, c'est le paradoxe. C'est le paradoxe. Je crois qu'on est fonctionnaire, par contre, hein. Non, je plaisante. Je plaisante. Et ça m'a toujours fait un petit peu peur. J'ai un peu un besoin de sécurité. Alors, pour certaines personnes, se dire, mais il investit, il engage des sommes, on engage des fonds quand on fait une opération marchand, etc. Oui, mais c'est une prise de risque maîtrisée, même si des fois, malheureusement, on tombe sur des os. Mais globalement, ça reste maîtrisé. L'idée d'un business à grande échelle, elle m'est venue en fait par le MLM. Marketing de réseau. Exactement. Pour rappel, le MLM, alors vous pourrez le retrouver aussi dans le premier podcast de présentation Atelier Mo. C'est très américain, multi-level marketing, marketing de réseau, qui signifie, alors beaucoup vont penser qu'on parle d'un système dit pyramidal. Très simplement, le système pyramidal est interdit, mais c'est une organisation qui ressemble à une pyramide. C'est-à-dire que moi, je vais coopter et parrainer d'autres collaborateurs qui vont intégrer la structure et sur lesquels je vais percevoir une commission dès lors qu'ils vont réaliser une vente, à l'inverse d'un système pyramidal où là vraiment les gens perçoivent une commission lorsque vous rentrez, vous signez le contrat. Là, c'est pas du tout ça. Le MLM, on le retrouve beaucoup dans les agents mandataires en immobilier aujourd'hui, mais également et surtout à l'atelier IMO si vous regardez le premier podcast. Mais c'est quelque chose qu'on a retrouvé et beaucoup plus connu dans des choses comme Captain Tortue, les ventes à domicile de vêtements, des choses comme Tupperware un petit peu plus connues où vraiment c'est tout un maillon de chaînes d'agents qui sont sur le terrain, qui s'auto-cooptent et qui perçoivent des rémunérations en pyramide qui remontent avec des niveaux de profondeur pouvant atteindre 5-6 niveaux. Je recrute, tu recrutes, nous recrutons, ils recrutent. Le MLM, Christophe, pourquoi le MLM? Alors, ça, c'est une autre histoire. Donc, j'étais prof avec des interventions UFM, rectorat ou autres. Et en parallèle, je développais donc cette activité marchand de biens. Et en 2010, c'est par le biais d'une locataire que j'avais prise en location parce qu'elle se faisait jeter de partout, en fait. Et je l'ai prise en location et qui, un jour, s'est dit il est peut-être assez ouvert pour écouter ce que j'ai à lui raconter. Et cette personne m'a appelé et elle me dit Monsieur Vacheran, j'ai un business à vous présenter. Bon, elle n'avait pas un profil très business, donc, mais curieux, toujours curieux, hein, cette notion de diversité. Elle me présente un projet d'une société de distribution en vente directe et en multiniveau, donc en MLM, une société qui s'appelle Nuskin. Comme j'étais curieux, alors elle ne m'en dit pas, elle me dit pas qu'il s'agit de ce type d'activité. Elle me dit j'ai un business à vous présenter. Donc je me suis rendu. Ça cogne dans la tête, business. Donc je me suis rendu à ce rendez-vous. En plus de ça, je me dis ça reste un moyen aussi de rester en contact avec ma locataire. Je me rends à un rendez-vous dans un café et là, elle me présente un petit appareil qu'on appelle un appareil galvanique, enfin un petit appareil technologique qui fait la taille d'un iPhone avec à côté des cartouches de soins, donc des reconsommables. Et il s'agit de soins de peau. Donc un petit appareil que l'on applique, que l'on passe sur le visage et qui utilise des reconsommables. J'écoute ce qu'elle me dit un petit peu de façon distraite. Je fixe cet outil technologique et puis à la fin du rendez-vous, elle me propose de tester l'appareil. Donc j'ai dit pourquoi pas finalement. Voilà, pourquoi pas aller voir ça. Le principe, c'était des crèmes, c'était des choses comme ça. Oui, c'est un soin, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est un soin de peau qui se fait à domicile et avec ce petit outil technologique qui fait qu'on va le passer sur le visage, mais qui nécessite d'appliquer deux crèmes, l'une après l'autre.
Je dis OK pour tester, on verra bien. Et en même temps, elle me laisse un lien pour me présenter un petit peu l'entreprise, la société et puis le business qui va avec. Donc, toujours par curiosité, je rentre, je regarde ce lien. On était en 2010, donc là, Internet fonctionnait, c'est clair. Je regarde ce lien, je me dis, tiens, c'est pas mal, le business model semble assez sympa. Et en fait, tout à l'heure, tu parlais de pyramide. Moi, j'associe plus ça à un développement en micro-franchise, en fait. Parce que donc, le modèle économique, c'est de développer soi-même sa micro-franchise en faisant un certain volume de chiffre d'affaires qui va nous permettre d'être rémunérés sur des micro-franchises qu'on va développer en dessous, à condition que soi-même on reste actif et que soi-même on continue à maintenir un certain niveau de volume d'affaires. Sinon, si je parraine des personnes qui elles-mêmes développent et que moi je ne fais plus rien, je vais perdre tout mon réseau. Bien sûr, bien sûr. C'est un garde-fou antipyramidal qui est extrêmement important et je dirais même que le modèle économique est à l'opposé d'un système pyramidal. C'est vraiment très, très... Parce qu'il y a plein de garde-fous qui font que si on n'est pas actif, voilà. Et tu as raison de le souligner, puisque le système pyramidal est interdit. En France, on a, pour ceux qui ne connaissent pas les systèmes Madoff qui ont explosé, qui étaient des pyramides de Ponzi, etc. Donc, on le répète, le système pyramidal qui est interdit. Tu as raison de reprendre, c'est top. Donc cette personne me propose un soin de peau. En même temps, je regarde donc ce qu'est cette société. Elle vient chez moi une semaine après et elle me propose de me faire une démo sur la moitié du visage. Donc je prends l'appareil, je me fais moi-même un soin de peau sur la moitié du visage. Pascal, ma femme, qui fait attention à elle, qui était un peu carte platinum chez Sephora, avait dit non, mais moi, pas question de tester ce truc-là. Et après, je me suis fait le soin, elle me regarde, elle me dit c'est vachement bien le résultat, la différence entre le côté qui est fait et le côté qui est non fait. Donc, du coup, je me dis alors, j'ai un appareil, c'est un petit peu le business model Nespresso, sauf que Nespresso, les cartouches café, on peut les acheter ailleurs que chez Nespresso. Mais là, en fait, c'est verrouillé parce que la technologie, enfin voilà, fait que je me dis, on a un appareil qui nécessite des reconsommables. Si les personnes achètent cet appareil et les reconsomment, tous les mois, je vais avoir de la récurrence. Et à côté de ça, j'ai un effet de levier. Et là, je commence à penser, puisque j'étais dans l'immobilier, je commence à penser à mon réseau en me disant, mais je connais des gens qui sont chefs d'entreprise, qui entreprennent, voilà, des agents immobiliers, et voilà, le réseau. Et là, je me dis, pourquoi pas finalement. Là, je commence à développer un peu une vision de me dire, mais dans 5 ans, 6 ans, je peux avoir un business à grande échelle, puisque la société mère distribue dans 50 pays, et que moi, mon job, c'est de mettre les gens au contact d'une opportunité d'affaires ou au contact du produit. Et en les mettant au contact du produit, ils peuvent rentrer dans l'opportunité d'affaires après. Il faut que le produit soit très qualitatif pour faire la différence, parce qu'on n'est pas commissionné, tu as eu raison de le souligner tout à l'heure, on n'est pas commissionné sur des cotisations, on est commissionné uniquement sur un volume d'affaires à réaliser, un chiffre d'affaires. Les commissions ne tombent que si on vend, s'il y a du produit qui est distribué. Et donc, tout ça, ça résonne en moi. Je décide de me lancer dans l'activité. Et là, je rencontre... donc, il y avait la personne qui m'avait parrainé, la personne au-dessus, puis encore au-dessus, une personne qui m'a beaucoup aidé à la fois à développer mon plafond de verre, ma vision, et puis m'aider aussi à développer en termes de business, ce business-là. Et je commence à rencontrer des gens, leur présenter le business model et leur présenter les produits aussi. Et en fait, ça démarre quasi instantanément. Au bout d'un an, j'ai déjà formé 7-8 groupes. Et au bout de 3 ans, j'ai 80 groupes en dessous de moi qui font tous minimum 3 000 € de chiffre d'affaires. Donc ça commence à faire des volumes sur lesquels je vais être commissionné parce que moi-même, je suis actif et que je développe d'autres groupes. 80 groupes, d'environ combien de personnes chaque groupe ? C'est très variable, mais en moyenne, on avait un réseau qui faisait, 2500 consommateurs. Il y avait 2500 consommations différentes de produits. Et la magie de ce business, puisque la société partenaire propose de livrer dans les différents pays, on crée des comptes aux clients, et non pas aux clients et aux distributeurs, et non pas on fait de la vente à domicile, parce que ça, je ne me voyais pas faire des démos de la vente de produits à domicile. Donc, c'était vraiment du one-to-one dans la présentation du produit. Et donc, des personnes qui, finalement, ont utilisé, on leur crée un compte avec notre numéro d'affiliation, et à chaque fois qu'ils commandaient, ça faisait partie de notre chiffre d'affaires. Donc indirectement, on allait être commissionné là-dessus. Et mon business s'est étendu on était dans 19 pays. Ah, incroyable.
Et donc ça s'est développé comme ça à grande échelle. Au bout de 3 ans, on atteignait entre 200 et 250 000 euros de chiffre d'affaires mensuel. Pour l'ensemble de tes 80 groupes. Pour l'ensemble des groupes. Ce qui, si c'est pas trop tabou pour toi, représentait sensiblement pour toi en facturation. Alors, c'était pas en facturation, puisqu'en fait, les gens consommaient. Ça faisait un volume d'affaires, donc 200 à 250 000 euros. Et donc là-dessus, la société Nuskin nous commissionnait sur nos volumes, donc en fonction des groupes sur lesquels on était, etc. Donc ça représentait des rémunérations de l'ordre de entre 10 et 15 000 euros par mois. Incroyable. Voilà. J'étais prof et en fait j'ai démissionné à ce moment-là. Et marchand que j'avais mis un petit peu de côté pour développer parce que ça nécessite un vrai travail par contre. Oui, Clairement, une animation de groupe. Moi j'ai animé des groupes toutes les semaines avec des plans de développement. Il faut mettre en place on faisait vraiment des plans de développement pour les plus motivés, qu'on suivait, qu'on accompagnait, etc. C'est beaucoup d'énergie. Mais par contre, on fait des rencontres incroyables et le réseau des réseaux, on ne sait jamais où ça nous mène. J'ai des personnes aujourd'hui dans mon groupe qui ont été champions olympiques. C'est incroyable et qui sont toujours dans mon équipe, dans mon groupe, même si elles ne consomment plus, même si elles ne développent plus et même si elles ne génèrent plus de chiffre d'affaires. Pour l'instant, je les vois encore apparaître. Elles vont disparaître quand ça fera suffisamment longtemps qu'elles ne... Parce que c'est l'activité que tu as encore aujourd'hui. Alors, c'est une activité que j'ai encore aujourd'hui parce que de toute façon, comme on est sur du reconsommable, que l'on soit là ou pas, elle continue à fonctionner. C'est un peu la magie. Alors, bien sûr, la rémunération a baissé, et notamment, l'entreprise a fait des choix, l'entreprise Nuskin a fait des choix qui ne me convenaient pas sur la mise en avant de plus petits produits, alors que moi, j'étais parti sur des produits technologiques qui faisaient vraiment la différence. On s'est retrouvé sur des plus petits produits de consommation courante. Ça a baissé le niveau de chiffre d'affaires, le panier moyen en tout cas, qui a été divisé par 10 en gros. Et puis, ça a baissé la qualité du recrutement parce qu'il y a des gens, et puis il y a l'arrivée des réseaux sociaux, tout ça. Donc, plein de choses comme ça qui apparaissaient. Donc, la qualité du recrutement s'en est trouvée affectée parce que les gens croyaient qu'ils allaient pouvoir réussir avec Nuskin, que c'était facile et que ça allait les sauver d'un état peut-être léthargique. Enfin, on a eu beaucoup de personnes qui ont cru que ça allait être le miracle. Mais non, en fait, il faut bosser. Et puis surtout, moi, j'avais pour ambition de rencontrer des personnes ambitieuses aussi, personnes qui voyaient grand. Et quand on recrute des personnes qui sont là un peu par défaut, il faut accepter que ça ne fonctionne pas pareil. Voilà. Du coup, Christophe, depuis tout à l'heure, tu disais que tu jouais un peu quand tu étais entrepreneur marchand de biens au départ, puis que tu t'es vraiment mis à bosser fort avec cette expérience dans le MLM. Finalement, est-ce que je peux me permettre de dire que c'est ce qui a professionnalisé l'entrepreneur que tu étais déjà ? C'est là où tu as pris la dimension un peu de l'entrepreneuriat, ou tu l'avais déjà peut-être ? Je pense que c'est là. Alors, à la fois parce que j'ai rencontré des personnes qui m'ont fait péter mon plafond de verre, carrément. Je le dis comme ça, parce que c'est vraiment ça, en disant, mais tu peux faire quelque chose de grand. J'appelle ça, excuse-moi, mais je me permets, j'appelle ça, moi, les croyances limitantes. C'est ça ? Tu parles de ça ? Exactement. Donc, identifier les croyances limitantes et les faire exploser en se disant qu'on pouvait faire effectivement, je pouvais développer un business à très grande échelle. Donc ça a été une période de croissance énorme puisque je l'ai dit tout à l'heure, j'avais beaucoup de groupes de distributeurs, etc. Et puis, du coup, quand l'activité MLM a un petit peu évolué, que je m'y suis moins retrouvé, il y a eu les réseaux sociaux, il y a eu le fait aussi d'animer des grands groupes comme ça pendant plusieurs années. À un moment, mine de rien, c'est fatigant, hein, on est uniquement sur l'humain. J'ai rebasculé sur le marchand. Vraiment, le marchand est revenu dans ma vie un petit peu naturellement, parce que comme j'avais créé un réseau, les gens pensaient quand même toujours à moi. Et du coup, je pense que ça a eu un effet pour professionnaliser mon activité marchand. Exactement. Donc, je pense que ça correspond à un changement, à une évolution, en tout cas, de ma façon de voir les choses et d'entreprendre en me disant, voilà, je peux voir les choses en plus grand, je peux aller m'associer, je peux aller... et du coup, depuis, je m'associe, je développe des plus gros... Des plus gros projets ? C'est ça, des plus gros projets. Et aujourd'hui, par exemple, les projets que je souhaite développer sont plutôt des projets au moins aux alentours du 1 million d'euros, voire plus. Mais j'ai moins de motivation à développer des petits projets qui pourraient être rentables. Voilà, c'est juste qu'à un moment, on change d'échelle, forcément, puisque
C'est comme ça. On passe le même temps sur un projet à 1 million que sur un projet à 200 000. Donc, c'est un peu la tendance. Voilà. Forcément, tu l'as dit, et on se rejoindra tous, les amis entrepreneurs qui passent ici, puisque si on est là, c'est qu'on est amis, et si on est amis, c'est qu'on partage aussi des mêmes valeurs. On fait pas ça pour l'argent. Euh, pour autant, ça reste un moyen. On sait que la seule chose qui est gratuite, que ce soit en France ou dans le monde, c'est de respirer. Donc à un moment donné, il faut en gagner quand même. C'est aussi dur que ça, le premier million? C'est une bonne question. Alors, oui, moi, c'était pas. Alors, c'est vrai que c'était pas un objectif, mais par rapport à l'argent, ce que je voudrais dire, c'est que clairement, pour moi, on est rémunéré en fonction de la valeur ajoutée qu'on apporte aux gens. C'est-à-dire que l'entrepreneur ne va pas se dire il faut absolument que je gagne 1 million. Il va plutôt se dire je mène cette opération et je la mène en étant présent dans cette opération, en mettant toutes mes tripes dedans. Et si il met ses tripes et s'il fait les choses correctement, il va être rémunéré pour ça parce qu'il apporte de la valeur. Je prends un exemple tout bête. Euh, des fois, on me dit oui, mais toi, finalement, tu gagnes de l'argent sur le dos des autres. Non, là, je prends un exemple, un immeuble. Même si je ne fais pas de travaux dedans, même si je fais simplement une mise en copropriété, ce que je vais permettre à des acquéreurs à qui je vais revendre des lots de cette copropriété, donc des appartements, c'est de pouvoir acheter un appartement et tu fais leur bonheur. Tu sais mieux que moi, puisque toi, tu es dans le métier. Moi, je ne suis pas dans ce métier-là, mais quand j'ai un agent immobilier qui vend un de mes biens à quelqu'un, il apporte un projet de vie à ces personnes-là qu'ils n'auraient pas pu acheter parce qu'ils ne pouvaient pas acheter tout simplement l'immeuble entier. Tout simplement. Tout à fait. Et le vendeur n'était pas forcément apte à diviser cet immeuble. Donc je pense que même sur un projet où on n'amène pas d'amélioration notable en termes de transformation de l'appartement, eh bien, on amène quelque chose on amène de la valeur pour des personnes qui sont heureux. Ben, j'ai un projet actuellement, d'ailleurs que tu connais, à Châlons-en-Champagne, où j'ai une personne qui m'a contacté quand elle a su qu'il y avait un appartement à vendre. Je n'ai même pas eu à passer d'annonce. Une personne qui m'a contacté et qui est aux anges. Elle n'arrête pas de me dire quand est-ce que je signe, parce que je n'ai pas encore signé l'acquisition, quand est-ce que je signe, et je revends cet appartement le jour où j'achète l'immeuble. On apporte donc quelque chose aux personnes. J'ai un autre exemple qui me vient en tête. J'ai fait une opération il y a déjà quelques années, c'était avant 2010, je pense, un ensemble immobilier dans Reims où il y avait une maison en fond de cour. Cette maison en fond de cour, elle était habitée par une femme âgée qui vivait dans quelque chose qui était quasi un taudis, quoi. Enfin, chauffage pas isolé, chauffage très coûteux, c'était un chauffage gaz, mais vraiment très très coûteux, puisque rien n'était isolé, des petites pièces et en étage, elle avait du mal à marcher. Je fais l'opération marchand et je lui propose, non pas de la virer, parce que ce n'est pas mon tempérament, mais je lui propose simplement de la reloger sur quelque chose qui lui conviendra mieux. Elle a économisé de l'argent parce que ce que je lui ai proposé, moi j'avais un appartement à louer en rez-de-chaussée, elle a économisé de l'argent, elle était dans quelque chose de moderne, ça venait de se terminer, où elle consommait moins d'argent. Mais je dirais, il n'y a pas une semaine où elle ne m'appelait pas pour me dire « Ah, vous savez, je suis bien. » Donc j'ai libéré cette maison en fond de cour que j'ai revendue à quelqu'un qui a fait les travaux, puisque moi je ne suis pas fan des travaux, je préfère le vendre en l'état. Il y a des personnes qui recherchent des biens où ils vont faire les travaux eux-mêmes. J'ai revendu à une personne qui a fait les travaux et qui m'a recontacté 3 ans après pour me demander si je n'avais pas un autre bien à lui vendre et à qui j'ai revendu. Donc je satisfaisais aussi bien la personne qui habitait dans les lieux avant, que j'ai relogé et qui en a tiré un très grand bénéfice, que la personne qui avait fait l'acquisition de cette maison, qui m'a demandé et à qui j'ai revendu un autre bien 3 ans après. Excellent. Et en fait, si ces personnes-là vous remercient ou vous rappellent, c'est que vous leur apportez une vraie valeur. Et il s'avère que quand vous apportez une vraie valeur, eh ben, vous gagnez de l'argent, quoi. Et voilà, c'est tout. Donc finalement, si on est sur l'éthique, si on est sur l'émotionnel et si on est sur toujours le groupe pourquoi tu fais ça, ça vient naturellement, normalement. C'est ça. En fait, on s'enrichit parce qu'on fait des choses Nous enrichissent nous-mêmes, mais qui émotionnellement. ont un sens, voilà, et qui ont un sens pour les personnes, pour votre clientèle, tout simplement. Tu m'as devancé, puisque j'allais te poser la question un peu de quoi tu avais été très fier, une anecdote ou quelque chose. Donc tu m'as expliqué cette dame, le fond de cour, etc. Et c'est très touchant. À l'inverse, est-ce qu'il y a des moments où tu as vraiment été dans le dur, ou un gros échec,
Alors moi, je fais partie du milieu de l'immobilier, donc forcément, on connaît le métier de marchand de biens, etc. Mais si vous vous renseignez un petit peu sur les réseaux sociaux ou sur Internet, vous verrez que marchand de biens, des fois, on le déconseille puisque c'est des métiers où, comme on investit des sommes, bah, des fois, on prend des gamelles qui sont de la même taille que la somme. Est-ce que, soit dans ton aventure de New Skin, dans ton aventure de calipage dont tu nous parlais tout à l'heure, il y a un moment où tu as vécu un échec quand même cuisant, quelque part? Alors, je pense que je ne connais pas d'entrepreneur qui n'a pas traversé des difficultés et voire même qui n'a pas vécu d'échecs. Je pense que ça fait partie de la vie de l'entreprise. Et derrière chaque difficulté et derrière chaque échec, en fait, il y a une opportunité. Une opportunité de rebondir, de croissance. Ça, c'est ma conviction. Je pense, puisque tu me demandes si j'ai connu des échecs, oui, j'en ai connu. En 2017, un gros échec en termes d'opération marchand qui m'a coûté cher, très cher, et sur lequel il a fallu que je trouve des solutions pour pouvoir rebondir et pour pouvoir, forcément, il y avait des sommes en jeu et pour pouvoir m'en sortir. Et dans ces moments-là, c'est dans ces moments-là en fait que tu es le plus créatif parce que tu n'as plus le choix et que là, tu as un vrai pourquoi. On en parlait tout à l'heure. Tu as un vrai pourquoi et tu te dis, il faut que je trouve la solution. Et là, tout se met en place parce que quand tout va bien, c'est facile. Je pense, on a vécu des années incroyables au niveau immobilier. Tout allait tellement bien que on se pose même pas des questions et on ne réfléchit plus, quoi. On reste sur ce qu'on sait faire. Et par contre, quand on est vraiment dans le dur, donc là, je prends l'exemple fin 2017, il a fallu à un moment que je trouve des solutions. Et c'est là justement que je me suis, je pense, professionnalisé. Je l'avais fait avec le business Nuskin, mais où j'ai dû aller chercher effectivement une professionnalisation, m'associer et développer des nouveaux projets qui ont fait que j'ai franchi un cap et qui m'ont donné d'ailleurs cette envie. Et je remercie cet échec qui m'a coûté 500 000 euros. C'est quand même une somme, parce que ça m'a obligé à trouver les solutions derrière. Et c'est là, en fait, clairement, où j'ai développé ces partenariats, où j'ai trouvé de nouvelles solutions pour avancer. Et depuis ce temps-là, en fait, j'ai franchi un cap puisque ça me permet aujourd'hui de continuer à démultiplier des projets. Et c'est vrai que, je l'ai dit tout à l'heure, je m'associe, je suis sur des projets plus importants, plus gros, plus variés aussi, des choses que je ne pouvais pas imaginer. Aujourd'hui, ça me permet de travailler avec des bailleurs sociaux, par exemple. Enfin voilà, des choses qui font qu'à un moment, derrière une difficulté, derrière un échec, on a une opportunité de croissance si on sait prendre de la distance, analyser et surtout pas se morfondre par rapport à cet échec. C'est ça. Et c'est là où le développement personnel est super important, je pense, de se dire que on est capable de rebondir. Il faut se donner les moyens et le prendre comme un apprentissage de la vie, en fait. Il faut juste avoir cette idée que l'échec, c'est... alors, c'est pareil, j'aime pas trop le dire parce qu'on entend tellement soit tu perds, soit tu gagnes, mais dans tous les cas, tu apprends, quoi, voilà. Mais c'est la réalité, malgré tout. C'est que si on vit un échec important, on est obligé d'apprendre derrière. Ou alors, on meurt, quoi. On arrête. Nuskin, marchand de biens, fonctionnaire. À un moment donné, tu te retrouves avec 3 activités, tu décides de quitter le fonctionnariat. C'est vrai que aujourd'hui, moi, je t'ai connu qu'entrepreneur, mais je te redécouvre au travers de la caméra aujourd'hui, et tu as quand même un profil très sécuritaire, toi, Tout Christophe. à fait. Je suis un trouillard. Mais ce qui est génial, parce que ça prouve bien qu'on peut devenir entrepreneur en partant de rien. Mais de rien, ça veut dire quoi? Ça veut dire de rien financièrement, ou pas beaucoup, en tout cas pas fils de l'émir du Qatar. On peut partir devenir toujours, excusez-moi, entrepreneur, même en étant un petit peu frileux et trouillard, et avoir des belles réussites comme les tiennes. Qu'est-ce qui a fait que tu as quitté le fonctionnariat finalement à la fin? Qu'est-ce qui vraiment t'a fait basculer? En fait, tu as raison, hein, c'est exactement ça. Plutôt un peu un besoin de sécurité. Et donc, j'étais prof, fonctionnaire, donc j'avais cette sécurité. Mais à un moment, j'ai construit à côté pour me donner une certaine assise. Et quand j'ai décidé de quitter, parce que c'était irrémédiable, alors ça, c'est un point aussi important. C'est quand j'ai décidé de quitter la fonction publique, j'avais la possibilité, comme j'avais déjà pris 3 ans de disponibilité il y a longtemps,
la possibilité de prendre une disponibilité en tant que fonctionnaire, entre-temps, était passée à 10 ans. Donc j'avais la possibilité de reprendre une disponibilité pendant 7 ans. Le temps de me lancer, de quitter vraiment l'éducation nationale, d'entreprendre et puis de me dire, au bout de 5 ans, si ça ne fonctionne pas, je peux revenir. En fait, là, par contre, j'ai pris une vraie décision. À mon avis, ça, c'est vraiment un point important. C'est un petit peu comme les vœux du premier de l'an. Soit on émet des vœux et des résolutions, qui ne sont pas des vraies résolutions, soit on prend des décisions. Et là, ma décision, ça a été de démissionner de l'éducation nationale. Je n'avais plus de possibilité de retour. C'est-à-dire que je ne peux plus rentrer dans l'éducation nationale maintenant. Et ça, je l'ai fait à un moment où j'avais quand même construit des choses. J'avais construit effectivement un petit peu d'immobilier, j'avais construit du marchand un petit peu. Et j'avais construit aussi ce business dans le MLM qui se développait et sur lequel j'avais une vision tellement immense que j'étais sûr de toute façon que ça allait continuer comme ça à grimper in vitam aeternam. Ça n'a pas été le cas. J'ai connu une très grosse croissance jusqu'en 2014-2015. Ensuite, ça a stagné, ça redescend. Mais j'ai quand même cette récurrence de revenus sur cette activité aussi à côté. Donc l'idée, notamment pour les personnes un peu frileuses, c'est, je leur dirais, on parlait de patience juste avant, je dirais que c'est d'assurer un petit peu ses arrières, d'asseoir son assise financière, asseoir son assise, en tout cas de s'assurer des arrières pour éviter d'être dans la peur et dans le stress. Parce que, encore une fois, je pense que la peur, c'est un vrai obstacle à l'entrepreneuriat. Et quand on a peur, quand on est stressé, on n'est plus serein, on ne fait plus les bonnes affaires. Et surtout, on transmet un message qui fait qu'auprès de notre environnement, on n'est plus une personne de confiance, quoi, tout simplement. Et tu as raison. Et nous, on le défend à l'atelier IMO pour mon business à moi principal. On a un pays quand même fabuleux avec de belles opportunités lorsque vous vous lancez, même en cas de démission selon certains critères que je ne maîtrise pas forcément. C'est l'accès à l'allocation de retour à l'emploi qui permet d'assurer, comme tu dis, ces arrières-là. Et je partage totalement puisque nous, à l'atelier IMO, on travaille qu'avec des indépendants et on va pas chercher des indépendants si derrière ils n'ont pas un minimum de finances, de ressources, le temps de se lancer, d'autant qu'on le sait tous les deux, l'immobilier c'est de l'inertie de 6-7 mois avant d'encaisser, donc forcément. Donc ok. Autre que les personnes qui veulent se lancer aujourd'hui, quel conseil tu donnerais à un entrepreneur qui peut-être à un moment donné nous écoute et dans la conjoncture dans laquelle on est forcément un petit peu plus complexe, même si on espère tous, et de toute façon ça va y aller, que 2025 ce soit l'année de la relance. Un entrepreneur dans le down à un moment donné, là, en ce moment, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil, toi Christophe Vacheron, en 2025 ? Derrière chaque difficulté, chaque obstacle, il y a une opportunité. C'est là qu'il faut prendre le temps de se poser, d'imaginer, d'être créatif et de rebondir. Je pense sincèrement que 2025 est une année riche en opportunités, peut-être parce que c'est plus difficile. J'invite à la prudence, clairement. Il faut être prudent, c'est vrai. Mais il y a forcément des opportunités dans ces moments difficiles. Moi, je ne mets pas en bourse. Je ne joue pas en bourse. En placement financier, tu veux dire ? En placement financier, d'une façon générale, voilà. Je ne suis pas très placement financier, déjà parce que j'ai une activité qui nécessite beaucoup de fonds. Des fois, on est très riche, des fois, on n'est plus riche du tout parce qu'on est sur plusieurs affaires. Et je pense que c'est un petit peu pareil. Quand tout le monde vend, c'est pas là forcément qu'il faut vendre. Quand tout le monde achète, c'est pas forcément là qu'il faut acheter. Il faut choisir les bons moments. Il faut réfléchir. Et c'est dans les moments de crise souvent que se construisent des beaux projets et puis des richesses, des fortunes, quoi, clairement. Donc moi, je pense que en 2025, il y aura des opportunités pour les gens qui sont à la fois prudents, patients et qui prennent le temps de la réflexion et de se reposer des questions pour évoluer. C'est une évolution en fait. Pour les personnes qui ont déjà un business, c'est repenser leur business, c'est aller chercher des vecteurs de croissance ailleurs, différemment, enfin faire un business différent et voilà. Je t'ai demandé de répondre pour ceux qui étaient déjà entrepreneurs principalement et peut-être dans un moment de difficulté en ce moment. Et pour tous ceux qui se disent qu'un jour ils seront entrepreneurs,
qui passeront à l'action, comme j'aime bien dire. T'as un conseil à part le passage à l'action? Moi-même, j'ai pas la réponse, mais je te la pose parce qu'il y a plein de fois où je dis, moi, c'est juste le passage à l'action. Mais toi, t'en penses quoi de tous ceux qui... Qu'est-ce que tu peux leur dire à ceux qui peut-être nous écoutent? Moi aussi, je vais le faire un jour. Et en plus de ça, ma question, elle est encore plus vraie avec toi qui est investisseur, parce que c'est le sujet préféré des Français, l'investissement locatif. Euh, Qu'est-ce que tu leur conseillerais? Alors moi, je dirais que le passage à l'action, c'est passer à l'action, forcément. Non, je pense que en fait, l'idée, c'est vraiment de poser des fondations tranquillement, sans vouloir se précipiter. Et il y a une bonne question qu'on peut se poser, c'est si je ne le fais pas aujourd'hui, qu'est-ce que je vais perdre demain, quoi. C'est vraiment ça, parce qu'il n'y a pas de bon moment pour passer à l'action. Il y a toujours une conjoncture, un gouvernement, un truc, un machin, la météo, enfin, il y a toujours un truc qui ne va pas. C'est comme quelqu'un qui cherche l'appartement de ses rêves. À un moment, l'appartement de ses rêves, c'est difficile à trouver, ça n'existe pas. Il y a toujours une petite chose qui ne va pas. Et soit on n'achète jamais, soit on se dit, ben, j'y vais. Donc, c'est le faire prudemment, en ayant, comme je le disais tout à l'heure, plutôt un petit peu... réfléchir à son assise financière, le faire. Moi, le premier investissement que j'ai fait en immobilier, c'était 180 000 euros. 180 000 francs, pardon, en 91. J'avais acheté une imprimante laser. J'ai démarré comme ça, tout petit. Je ne suis pas parti sur des gros investissements. Maintenant, je sais qu'il y a des personnes qui partent sur des gros investissements et qui réussissent. Bravo à eux. Là, je parle d'un entrepreneuriat pour des personnes, pour que ça semble accessible. Et moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. C'est plutôt y aller avec la politique des petits pas, voir des choses, construire jour après jour, pour éviter de se brûler les ailes. C'est un peu ce qui se passe, nous, dans notre métier de conseiller en immobilier avec que des collabs indépendants. C'est qu'on leur offre la possibilité d'investir peu, mais d'investir beaucoup sur eux. Mais financièrement, ça leur coûte peu et ça permet à tous de travailler ensemble et peut-être à un moment donné, comme toi à l'époque quand tu avais investi pas beaucoup, de pouvoir monter leur propre agence. Bon, c'est le modèle Atelier Immo, mais voilà. Mais c'est tout à fait ça, en fait. Vous donnez la possibilité à des personnes de rentrer dans un projet entrepreneurial, même si peut-être ils ont encore une activité, un temps partiel à côté, ou s'ils sont au chômage, enfin peu importe leur situation, mais de rentrer sans prendre trop de risques, puisqu'il n'y a pas de gros investissements au départ. Et le jour où ils font leur première vente, le jour où ils ont une rentrée d'argent, c'est une première... En fait, l'idée, c'est de se dire, ça marche, quoi. Exactement. Ça marche. Et je vais pouvoir passer à la vitesse supérieure, je me donne les moyens de réussir. Mais si on ne se donne pas les moyens de réaliser cette première opération, ben voilà. Donc le passage à l'action, c'est encore une fois aussi avoir vraiment un objectif, en tout cas un pourquoi fort, et se dire, je vais me donner les moyens de le faire jour après jour. Alors ça peut être, il y a des personnes qui vont avoir besoin de mantra le matin, de se répéter des choses. Chacun a son propre modèle de développement pour passer à l'action. Mais l'important, effectivement, c'est de faire ce premier pas. Plutôt que... C'est la différence entre avoir une idée et avoir un vrai projet entrepreneurial. Des idées, moi j'en ai eu plein à travers dans ma vie, en me disant ouais, ça pourrait être un super business. Mais je ne suis jamais passé à l'action sur ces idées-là. Alors qu'il y avait sans doute des choses à fouiller derrière. Donc pour que ça devienne un projet entrepreneurial, à un moment, il faut d'une idée, il faut poser des choses. Ça peut être qu'est-ce qui me manque aujourd'hui, où j'en suis aujourd'hui, qu'est-ce que je voudrais, et qu'est-ce qui me manque aujourd'hui pour atteindre ce que je voudrais. Et là, lister, être précis dans ce que l'on fait, et se dire, eh ben ça, je vais le faire aujourd'hui. Parce que après, c'est tout ce qui est lié à la procrastination. On sait que c'est beaucoup plus facile de procrastiner que de faire le petit pas qui va permettre d'avancer vers son objectif, quoi. Christophe, tu parles de mantra, etc. Je teste plein de choses. Je teste aussi plein de choses. Moi, Maxime, entrepreneur égale entrepreneur égale plein de projets. J'ai testé il n'y a pas longtemps. J'ai voulu faire comme tout le monde. Pourtant, Dieu sait qu'il y a plein de personnes qui me connaissent qui pourraient dire le contraire. Mais j'ai testé pour un peu me challenger une morning routine. Tu sais, ce fameux club des 5 du mat. Alors, pas du tout à 5 heures du mat. Je ne suis pas un lève-tôt pour dessous. Je peux travailler très tard le soir, mais pas le matin. Tu m'as déjà dit que tu avais une morning routine, toi aussi. Oui, alors moi, c'est une morning routine qui est plus liée peut-être à mon âge, au fait que j'ai envie de rester en énergie.
d'avoir un corps qui me permet de rester en énergie et de rester dans des projets. Donc, c'est pas mal lié à des postures d'étirement, de petits renforcements musculaires, etc. Mais en tout cas, je constate que lorsque je ne le fais pas, je suis pas pareil que lorsque je le fais. Et des fois, parce que on est comme tout le monde, des fois on se dit, oh, ce matin on laisse tomber, etc. Mais en fait, ça met vraiment en action, en dynamisme, on gagne en dynamisme. Ce sont des petites choses. Et en fait, je crois que c'est ça, l'entrepreneur, c'est qu'il va réaliser des petites choses jour après jour que ne fera pas quelqu'un qui n'entreprend pas. Toute cette carrière, cette longévité de carrière, puisqu'il y a quand même plus de 30 ans d'entrepreneuriat, etc. Je vieillis. Tu mûris, Christophe, tu mûris. C'est pas pareil. Toute cette expérience, finalement, si tu devais le résumer, c'est quoi le secret d'un entrepreneur qui dure? Moi, je dirais que c'est s'entourer des 5 personnes qui nous inspirent. C'est se créer un environnement. On dit souvent qu'on est la moyenne des 5 personnes que l'on fréquente le plus. Donc si ces 5 personnes sont des personnes pessimistes, qui se plaignent tout le temps, forcément, ça va vous tirer vers le bas. Si ces 5 personnes sont des personnes sympas, qui entreprennent, sans se la jouer, hein, je parle pas de la frime, etc. Il y a des personnes qui entreprennent, qui vous inspirent par leurs actions généreuses, qui contribuent aussi. C'est important, moi je trouve, la contribution dans l'entrepreneuriat. 5 personnes qui vous mettent en énergie, vous allez vous-même gagner dans une énergie incroyable, quoi. Donc pour moi, le secret, vraiment, c'est de vivre dans un milieu qui nous stimule plutôt qui nous sclérose, quoi, clairement. Merci, Christophe, pour ce temps, pour ce déplacement, d'avoir accepté mon invitation. C'était un plaisir. Merci beaucoup. C'était aussi de partager, puisque vous le savez tous, j'ai créé cette communauté commune. L'objectif, c'est vraiment de vous transmettre, vous donner de l'expérience, répartir une fois de plus, c'est un peu le thème du jour avec Christophe, de la valeur. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à aller voir les autres vidéos. Ça se construit petit à petit. Des amis comme Christophe, j'en ai des dizaines et des dizaines qui ont accepté déjà d'avance de témoigner. On aura même des hors-séries. Et surtout, n'oubliez jamais, come on.